Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le 7 avril 2024 pour ce nouveau rapport de situation hebdomadaire. Alors une date qui n'est pas anodine puisque c'est aujourd'hui le 10e anniversaire de la proclamation de la République populaire de Donetsk, en effet le 7 avril 2014, après des mois de manifestations contre le coup d'état du Maïdan et n'étant pas écoutée par les nouvelles autorités ukrainiennes, eh bien la population de la région de Donetsk a décidé de prendre son destin en main et de faire sécession de l'Ukraine. Après la prise de bâtiments administratifs le 6 avril 2014, eh bien, la République populaire de Donetsk est officiellement proclamée le 7 avril 2014. Le tout sera confirmé par un référendum populaire le 11 mai 2014. Alors pour commémorer cet anniversaire, de jeunes activistes ont déployé un énorme drapeau de la RPD de 200 mètres de long sur la colline de Saour-Mogila à l'aube. Alors j'étais là sur place, je publierai dès que possible la vidéo de ce moment assez magnifique. Je dois dire que le drapeau ainsi déployé avec le soleil qui se lève sur la steppe, c'était absolument magnifique. Et je veux vraiment vous faire un montage qui reflète bien ça. Puis j'ai fait quelques interviews bien sûr avec les jeunes activistes qui étaient là-bas. Bon, bien sûr pour des raisons de sécurité, ce n'était pas possible de le faire comme d'habitude à Donetsk, trop de risques de bombardement. Mais l'endroit choisi était parfait puisque Saour-Mogila symbolise pour moi parfaitement le courage de la population du Donbass. Je rappelle, c'est l'endroit où beaucoup de soldats de la milice populaire sont morts pour débloquer ce verrou qui donnait accès à la frontière avec la Fédération de Russie et qui a permis de libérer aussi une bonne partie du sud de la République, donc entre autres la région de Novoazovsk. On va parler maintenant un petit peu de la situation militaire, puisque l'armée ukrainienne malheureusement continue de bombarder régulièrement les villes de la RPD, faisant de nouvelles victimes parmi les civils. Rien qu'hier, on a eu 11 civils, dont 2 enfants, qui ont été blessés par des bombardements ukrainiens à Donetsk et Gorlovka. Aujourd'hui, on a une femme qui est morte suite à un bombardement de l'armée ukrainienne à Makeyevka. Bon, ça j'ai envie de dire, malheureusement c'est comme d'habitude, hein, l'Ukraine ne supporte pas les fêtes, qu'elles soient civiles ou religieuses, hein, donc Pâques, Noël, jour de l'an, jour de la République ou jour de la victoire, c'est systématiquement des moments où l'armée ukrainienne intensifie malheureusement ses bombardements. En région de Kherson, l'armée ukrainienne a fait aussi 2 morts dans une frappe de drone kamikaze contre une camionnette qui transportait de la nourriture et de l'eau dans la localité de Babino. Alors il y a des témoins qui ont rapporté qu'après la première frappe, il y avait un blessé en fait qui a tenté de s'éloigner du véhicule et en fait un deuxième drone kamikaze est venu l'achever. Voilà, ça c'est pour les gens qui me disent que non, l'armée ukrainienne ne vise pas les civils, tout ça, tout ça. Bon, quand t'achèves un civil blessé à coup de drone kamikaze, je pense que le qualificatif de terroriste n'est pas usurpé. Hein, voilà. Sur le front près d'Avdiivka, l'armée russe continue d'avancer. Elle a libéré cette semaine le village de Vodianoye et progressé à Pervomaïskoye, le long des rues Lénine et Mira. Donc, d'après les informations qu'on a, les forces armées russes contrôlent actuellement au moins 80% du village. Je confirme aussi l'avancée des troupes russes dans le secteur des Datcha, au nord de Novo-Mikhailovka et à Berdichi. Près d'Artyomovsk, là aussi, ça avance. Les forces russes ont atteint Tchassovyar par l'est et sont entrées dans le micro-district du Canal. Donc il y a actuellement des combats féroces là-bas. L'armée ukrainienne a tenté des contre-attaques pour essayer de repousser les forces armées russes qui étaient rentrées dans ce micro-district, mais pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés. L'armée russe continue aussi d'intensifier ses frappes, surtout sur les régions de Kharkov et Odessa. En région de Kharkov, l'une des frappes russes a détruit 2 lance-roquettes multiples qui étaient prêts à tirer en direction de la région de Belgorod. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que vous allez voir sur les images, ces lance-roquettes multiples étaient installés près d'un centre commercial et d'autres infrastructures civiles, genre station essence. Ce qui a permis d'ailleurs à la presse occidentale de hurler à la frappe russe contre des civils, en faisant état de 6 morts, sans préciser qu'en fait les 6 morts, c'est les équipages des lance-roquettes multiples. En fait, et puis surtout, ils sont arrangés en fait pour filmer et pour photographier, en laissant de côté les lance-roquettes multiples, enfin en fait ce qu'il en reste, les restes fumants des lance-roquettes multiples, en dehors du cadre. Voilà, donc ils ont filmé le trou, le centre commercial, et puis le lance-roquette qui était à gauche, voilà, lui il a disparu, c'est encore plus magnifique que Photoshop.
D'ailleurs, Kharkov est une ville que les civils fuient massivement, puisqu'ils comprennent que la Russie va devoir finir par installer une zone tampon à sa frontière, et va donc très certainement attaquer dans cette région. Donc on voit des files de voitures qui sortent de la ville. Les gens essayent de quitter la zone avant que les combats ne reprennent dans cette région-là. D'ailleurs, région de Kharkov toujours, donc vous vous souvenez, il y avait eu une attaque de soi-disant Russes rebelles qui s'opposent à la politique de Vladimir Poutine, qui ont essayé d'attaquer entre autres le village de Kozinka à la frontière. C'est la fameuse unité RDK, c'est soi-disant des Russes qui combattent des Russes. Bon, alors après inspection des cadavres de soldats qui ont été laissés à la frontière après cette attaque ratée, il a été découvert que cette unité, pas du tout constituée de Russes, était en réalité constituée de membres du GUR, donc c'est le renseignement militaire ukrainien, et d'Américains. So just okay, Kimia like Kraken, something like Kraken. Yeah, come here, yeah. What? What's the plan? Are we gonna keep pushing with them or? This group previously of convoy. Yeah. Okay. So they're just Yeah. pushing up in front of the convoy? Okay. Ouais, on en a un beau spécimen là qui parle anglais, qui a besoin d'un traducteur pour se faire comprendre de ses troupes, c'est magnifique quand même. Et bon, ça lui a pas porté chance le fait d'être américain, il s'est fait tuer d'une balle dans la tête par un sniper russe. Voilà, c'est d'ailleurs ce que disent à un moment les Ukrainiens sur une des vidéos, ils disent le commandant américain s'est fait tuer. Voilà, donc voilà. Alors ce qu'on a trouvé sur eux, c'est aussi magnifique, un symbole nazi. Mention du général nazi von Ponwitz, c'est la totale, comme d'habitude. Mais à part ça, il n'y a pas de néo-nazis en Ukraine. C'est BHL qui nous l'a garanti. Au niveau destruction, l'armée russe a détruit de nombreuses pièces d'équipement militaire cette semaine en Ukraine, y compris 3 avions Sukhoi 25 des forces armées ukrainiennes sur l'aérodrome de Voznesensk dans la région de Nikolaïev. Donc ça c'est bien, ça en fait 3 de moins qui pourront tirer des missiles. L'armée russe aussi qui utilise de plus en plus les fameuses FAB, ces bombes équipées de systèmes pour planer. Donc ça leur permet de tirer loin des cibles, donc de ne pas exposer les avions, mais d'avoir quand même une excellente précision avec un système assez, somme toute assez simple. C'est des ailerons et un système de calcul qui va permettre d'envoyer la bombe là où on veut. Alors c'est des bombes qui vont en gros de 500 kg, la plus grosse pour l'instant fait 3 tonnes. Donc elles ont des charmants petits noms qui sont en rapport, Fab 500, Fab 1500, Fab 3000, voilà, donc Fab 500 kg, 1500 kg et 3000 kg, donc 3 tonnes. Donc là par exemple vous avez une vidéo d'une Fab 3000, donc 3 tonnes, qui a détruit un pont routier dans la région de Zaporozhye avec une seule frappe, et vous voyez c'est extrêmement précis. C'est pas des bombes guidées, laser, tout ça, non, c'est vraiment des ailerons, un système de calcul. Et on arrive à obtenir ce résultat avec ça. Et à Borovaya, en région de Kharkov, plusieurs Fab 500, donc 500 kg, ont détruit le poste de commandement de la 3e brigade d'assaut Azov, dont je rappelle les néo-nazis, organisation terroriste interdite en Russie, qui avaient décidé de placer leur poste de commandement dans une école. Voilà, donc quand la presse occidentale vous dit que la Russie frappe des écoles, des centres commerciaux et je sais pas quoi, commencez par vérifier qu'il n'y a pas des lance-roquettes multiples à proximité ou des néo-nazis ukrainiens installés dedans. Voilà. Et puis, comme toujours, lorsque l'Ukraine perd sur le terrain militaire, elle se rabat sur les attentats terroristes. Ainsi, à Starobelsk, près du bâtiment de la faculté de l'université pédagogique de Lugansk, un engin explosif a explosé dans la voiture de Valéry Chaïka, directeur adjoint du centre des services aux organisations éducatives. Malheureusement, l'homme est décédé sur place des suites de ses blessures. Donc voilà, l'Ukraine continue. Voilà, directeur adjoint des services éducatifs. C'est effectivement une cible militaire extrêmement importante. Quelqu'un qui s'occupe d'éduquer les enfants. Voilà. Je considère aussi comme attentat terroriste d'ailleurs la frappe de drones ukrainiens au Tatarstan, qui ont visé des usines, mais aussi un campus où se trouvaient des étudiants étrangers qui participaient à un programme d'échange.
Je vois pas bien quelle est la cible militaire là. Voilà. 13 étudiants ont été blessés. Ils ont tous reçu des soins sur place et certains ont été emmenés à l'hôpital. Bon, pareil pour moi, classé dans la catégorie attentat terroriste, les frappes ukrainiennes sur la centrale nucléaire de Zaporozhye, qui ont repris. Voilà, ils nous ont d'abord coupé la ligne d'alimentation électrique à haute tension 330 kV Ferosplavnaya 1 le 4 avril, ce qui a obligé à passer la centrale, dont tous les réacteurs sont à l'arrêt, sur des générateurs. Puis l'armée ukrainienne a frappé aujourd'hui le dôme d'un des réacteurs de la centrale, heureusement sans faire de dégâts importants. Là, on a eu un peu chaud quand même. Heureusement que ça a été bien construit. Rayon terrorisme, on continue, puisque bien cette semaine le FSB et le service des douanes russes ont bloqué un canal de contrebande vers la Russie depuis l'Ukraine via les pays de l'Union européenne. On va y revenir. D'engins explosifs et de matières explosives cachés dans des icônes orthodoxes et des ustensiles d'église. Là, j'avoue que là, ça dépasse l'entendement. Je sais bien qu'il n'y a rien de sacré pour eux, mais là, quand même. Lors du passage de la frontière, les agents du FSB au poste de contrôle de Ubilinka, c'est la région de Pskov, section donc entre la Lettonie et la Russie, ils ont décidé d'inspecter le véhicule et quelle n'a pas été leur surprise de trouver dans les icônes et les ustensiles des explosifs de fabrication étrangère, entre autres de l'exogène, c'est une matière plastique extrêmement explosive. On a retrouvé plusieurs engins explosifs improvisés. 70 kg d'exogène, 91 détonateurs et des pièces pour RPG-7 aussi. Voilà, je ne sais pas ce que ça faisait dans les ustensiles d'église. Ce qu'on craint, c'est que les icônes qui étaient transformées littéralement en bombes avaient pour but de mener des attentats terroristes dans des églises orthodoxes russes au moment de Pâques. Oui, parce que c'est bientôt. Donc voilà un petit peu, ça vous en dit long quand même sur ce qu'est l'Ukraine, je pense que c'est assez révélateur. Et puisqu'on parle d'attentats terroristes, la Russie a demandé à l'Ukraine l'extradition des commanditaires, complices, etc., impliqués dans l'attentat terroriste du Crocus City Hall du 22 mars. Si la liste complète n'est pas connue, on sait que s'y trouve le chef du SBU, donc les services secrets ukrainiens, Vassili Maliuk, parce que le 25 mars, il a quand même admis que l'Ukraine avait organisé l'attentat contre le pont de Crimée en octobre 2022 et a révélé les détails d'autres attaques terroristes. Donc c'est bien, il fait le boulot des enquêteurs à leur place. On se doute bien que Kiev va pas remettre volontiers son chef du SBU et les autres complices à la Russie, mais c'est pas grave. Moscou, on est patient et on ira les chercher nous-mêmes. D'ailleurs, plusieurs autres complices des terroristes du Crocus City Hall ont été arrêtés, placés en détention provisoire en Russie. Des photos de soldats ukrainiens ont été trouvées dans le téléphone de l'un des accusés. Phénomène qui moi m'étonne pas, c'est que depuis l'attentat, un grand nombre de personnes ont débarqué assez massivement dans les bureaux d'enregistrement militaire en Russie pour signer un contrat avec l'armée russe, pour défendre leur patrie, puis surtout se venger de ceux qui ont organisé ce massacre. Voilà, donc si vous espériez terroriser la population russe, non, vous venez juste de pousser plusieurs milliers d'hommes russes à s'engager dans l'armée en plus. Pour vous en mettre plein la gueule. Voilà, là vous avez merdé sur toute la ligne, complet. Autre petit fait intéressant, qui montre bien qu'il y a quand même les liens avec l'Ukraine et les terroristes, c'est pas juste une vue de l'esprit, puisqu'on a découvert que l'ambassadeur de Kiev au Tadjikistan, c'est l'ancien chef du service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Bizarre quand même. Je rappelle quand même que l'ambassade ukrainienne recrutait activement des combattants pour l'armée ukrainienne à Douchambé. Donc, si tu veux, là, ça commence à faire un bon faisceau de preuves qui impliquent l'Ukraine. Alors, bien sûr, ça n'a pas loupé après
l'attentat et ma vidéo de la semaine dernière, j'ai eu des abrutis, hein, voilà, qui m'ont sorti alors cette histoire comme quoi il y avait des agents du FSB en pull bleu dans la salle. Alors ce truc est tellement délirant que même Arik Toller de Bellingcat a dit que ça tenait pas la route. Bon, quand même Bellingcat vous dit que c'est de la merde, il faut que vous arrêtiez, voilà. Et puis j'ai eu des débiles aussi qui sont venus me dire que oui, mais les mecs avec ce qu'ils ont balancé, il n'y avait pas de quoi faire flamber comme ça le Crocus City Hall. Alors, je n'ai pas répondu sur le coup parce que je soupçonnais quelque chose du genre, mais il s'est avéré après enquête, et bien que tout simplement le Crocus City Hall n'était pas du tout aux normes. C'est-à-dire que les matériaux de décoration intérieure étaient hautement inflammables et qu'en brûlant en plus ils dégageaient des fumées hautement toxiques. Voilà, donc la violation de toutes les règles en matière d'accueil de public. Donc je pense que le propriétaire du Crocus City Hall va avoir 2-3 petits problèmes. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi il a fermé ses autres... parce qu'il a plusieurs autres gros centres commerciaux, etc. du même genre. Ça s'explique peut-être, hein, parce qu'il a un petit peu peur qu'il y ait des inspections hein, dans les autres et qu'on se rende compte qu'ils sont tous pas aux normes. Voilà, donc je pense qu'il va avoir 2-3 petits soucis, le proprio. Donc c'est pour ça que ça a flambé dans des telles proportions, avec un incendie de départ qui n'aurait effectivement, si le bâtiment avait été aux normes, n'aurait pas dû donner un incendie de cette ampleur. Voilà. Et puisqu'on parle toujours de terrorisme, hein, on va parler d'une autre méthode qu'utilise l'Ukraine, c'est la pression et le chantage sur des enfants de prisonniers de guerre pour les obliger à commettre des crimes, à savoir filmer des installations militaires, commettre des attentats terroristes, etc. Il se trouve que nous avons publié cette semaine l'interview d'une jeune fille de la RPD qui se retrouve dans cette situation. Son père a été fait prisonnier, il a été blessé au combat, et les Ukrainiens eh bien, la font chanter. En gros, si elle ne fait pas ce qu'ils veulent, eh bien, ils vont s'en prendre à son père. Voilà, donc j'ai fait une interview avec elle et sa mère. On a publié aussi la dernière vidéo et les derniers échanges qu'elle a eus avec les maîtres chanteurs. C'est vraiment important de faire circuler l'article et la vidéo pour essayer de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle le relâche, ce prisonnier sain et sauf, parce que c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais ça prend des proportions absolument incroyable. D'ailleurs, le fait que l'Ukraine cible spécifiquement les enfants, c'est pas anodin, hein, parce qu'il compte sur le fait que les enfants ne se rendent pas forcément compte que ce qu'on leur demande est illégal. Hein, voilà, et que surtout les enfants vont pas réfléchir de manière rationnelle comme un adulte et vont réagir de manière émotionnelle pour sauver papa. Voilà. Donc vraiment, faites circuler cette vidéo, faites circuler cet article, c'est extrêmement important. Ils sont dans les 3 langues, français, anglais et russe. Parlons de choses un petit peu plus positives, on va parler de situation économique, puisque la République populaire de Donetsk est en train d'établir une coopération avec la Chine. Les représentants de la RPD ont eu cette semaine une réunion par vidéoconférence avec leurs collègues chinois. Le vice-premier ministre de la RPD, Vladislav Vassiliev, a rapporté que les domaines possibles de coopération ont été définis lors de la réunion. Il s'agit d'investissements dans l'économie de la RPD, de traitement et d'élimination des déchets industriels et de la fourniture de matériel. Il y a eu aussi discussion de possibilité de travailler dans la zone franche, hein, puisqu'on a eu effectivement dans le Donbass a été installée une zone franche pour inciter justement les entreprises à venir s'y installer en bénéficiant d'un régime préférentiel. Donc ça c'est pas mal du tout, c'est très très intéressant de voir que la Chine se mouille en voulant officiellement établir des relations avec la République populaire de Donetsk. Et puis bon, on va parler de la situation en Ukraine, hein, puisque pendant que les soldats ukrainiens meurent en masse sur le front, les enfants du maire de Kiev, Vitali Klitschko, à savoir Maxime, 18 ans, et Elisaveta, 21 ans, ont partagé une vidéo de leur soirée festive à Hambourg sur les réseaux sociaux, qui a suscité beaucoup de colère en Ukraine, parce que ça montre clairement que, eh bien, en Ukraine, tous ne sont pas égaux, tous ne sont pas soumis de manière égale à la mobilisation. D'ailleurs, cette semaine, dans l'oblast de Kirovograd, un homme qui a été emmené de force au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire a arraché l'arme d'un policier qui l'avait amené là de force et s'est suicidé.
l'homme de 32 ans, est décédé sur le coup. Tout ça a inspiré des personnes qui ont fait une assez bonne vidéo, soulignant que les Ukrainiens ordinaires meurent sur le front pendant que les enfants d'officiels et d'oligarques se dorent la pilule en Occident. Je vous traduis la petite phrase de fin. Lui, il est l'élite, toi, tu es de la chair à canon. Voilà, c'est ce que dit cette vidéo pour essayer de faire comprendre aux soldats ukrainiens qui ne se battent pas pour les intérêts de leur pays, mais pour les intérêts de quelques-uns qui s'en mettent plein les poches pendant qu'eux meurent en masse sur le front et remplissent les cimetières. Voilà. Bon, il faut dire qu'en Ukraine, les propositions les plus délirantes se suivent et se ressemblent concernant la mobilisation. Un soldat des forces armées ukrainiennes et député de la Rada, Igor Lutsenko, a exigé la mobilisation de toutes les personnes de plus de 60 ans. Voilà, donc maintenant on veut envoyer les retraités, les retraités sur le front. Voilà, il est indigné que les personnes de plus de 60 ans ne soient pas mobilisées dans les forces armées ukrainiennes. Alors selon lui, bon, j'ai quelques doutes sur l'information, beaucoup de retraités aimeraient rejoindre les forces armées ukrainiennes, mais ils sont refusés à cause de leur âge. Bon, ce message ressemble clairement à un geste de désespoir en mode Volkssturm, mais là c'est quand même flippant quand on vient te dire que tu veux envoyer des grands-mères et des grands-pères se faire massacrer sur le front. Tu crois vraiment que quelqu'un de plus de 60 ans a sa place dans une tranchée? Là, je sais plus quoi dire. Là. Je veux dire, après, ça sera les enfants. Je veux dire, les femmes, c'est déjà en cours. Ils sont déjà en train de vouloir enregistrer de force toutes les femmes de 18 à 60 ans dans les registres militaires. Ça, je vous en avais parlé déjà, même avant l'opération militaire spéciale. Il y avait déjà des tentatives dans ce sens. Et ben, ça y est, ils sont en train d'y penser de plus en plus. Et puis, ils vont le faire. Faut pas se leurrer. Nouvelle à l'international, eh bien, cette semaine, c'est... comment dire, l'armée la plus morale du monde, n'est-ce pas, Israël, qui nous a offert 2 magnifiques crimes de guerre et même pire, puisque pour commencer, ils ont bombardé l'ambassade d'Iran à Damas, en Syrie, tuant de nombreuses personnes, dont plusieurs généraux et officiers supérieurs iraniens de la force Quds, donc y compris les généraux de brigade Mohammad Reza Zahedi et Mohammad Haj Rahimi. Alors c'est une violation de toutes les conventions et lois internationales. Je rappelle que le territoire d'une ambassade est inviolable, il s'agit du territoire, et c'est considéré comme le territoire du pays qu'il représente. Donc normalement c'est intouchable. Bon, on avait déjà eu les Américains qui avaient bombardé, soi-disant par erreur, l'ambassade chinoise à Belgrade lors de la guerre de Yougoslavie. Là non, c'était volontaire. Là voilà, ils voulaient décapiter les forces Quds en tout simplement tuant tout l'état-major supérieur. Bon, c'est un acte de guerre d'Israël contre l'Iran. L'Iran a promis de répondre sans préciser quand et comment. Alors ceux qui pensent oui c'est du blabla, non, si l'Iran vous dit ça, c'est flippant. C'est flippant parce que ils comprennent bien qu'Israël essaye de les entraîner dans une guerre officielle contre eux pour que après les États-Unis puissent aller voler au secours d'Israël et attaquer l'Iran avec une raison légitime. Donc l'Iran ne va pas officiellement déclarer la guerre à Israël, mais il va leur en faire une à l'envers. Ça, je vous le garantis. Donc moi, à la place d'Israël, je serai pas rassuré. Parce que la réponse sera asymétrique et elle sera extrêmement désagréable. Voilà. Israël qui s'est d'ailleurs aussi distingué une deuxième fois cette semaine en bombardant les véhicules d'une organisation humanitaire qui s'appelle World Central Kitchen, qui apportait de l'aide humanitaire aux habitants de Gaza. Alors malgré le fait que l'armée israélienne avait été prévenue et que tout avait été coordonné avec les autorités, Tsahal a trouvé le moyen de bombarder les véhicules. Voilà. Donc on a 7 morts, dont 6 employés occidentaux qui venaient des États-Unis, du Canada, de Pologne, d'Irlande, de Grande-Bretagne et d'Australie. Alors après, enquête menée par Israël lui-même, Netanyahou a dit que c'était une regrettable erreur, c'était une bavure. Bah tiens donc mon colon. Vous voyez clairement sur le toit des véhicules qu'il y a le logo de l'organisation, ils avaient prévenu Tsahal, tout était fait en coordination, donc prétendre que les mecs les ont pris pour des extrémistes du Hamas, si tu veux, je pense que c'est l'excuse la plus pourrie après mon chien a mangé mes devoirs que j'ai jamais vu. Voilà, ça tient pas la route. Bref. Alors,
institution qui s'est distinguée cette semaine, c'est le Comité international olympique, le CIO, dont le président a déclaré qu'il était nécessaire d'obtenir l'annulation de la participation des athlètes africains aux Jeux de l'amitié russe, puisque les athlètes russes et biélorusses n'étant pas les bienvenus, dixit Madame Hidalgo, qui nous a fait une sortie raciste, c'est inimaginable. Je rappelle que le sport est censé être non politisé, voilà. Donc voilà, la Russie lance l'opération militaire spéciale, les athlètes russes sont interdits de Jeux olympiques, mais Israël qui massacre des dizaines de milliers de Gazaouis comme ça, il n'y a pas de problème. Non, mais faut pas politiser le sport, on va pas interdire aux athlètes israéliens de venir. Cherchez pas, ça s'appelle du double standard. Mais donc, comme bien les athlètes russes, biélorusses sont pas les bienvenus, la Russie a décidé de faire une alternative aux Jeux olympiques, les Jeux de l'amitié. Et puis, il y a pas mal de pays, entre autres africains, qui veulent y participer parce que ça les intéresse. Et donc, bien le président du CIO s'est fait avoir par des prankers russes qui se sont fait passer pour un homme politique africain et qui ont obtenu ainsi des déclarations très intéressantes du président du CIO, Thomas Bach, qui a donc dit qu'il fallait pousser les athlètes africains à renoncer à participer à ces jeux et que sinon le CIO ferait pression sur eux, voilà. Pour les y contraindre. C'est très intéressant, je trouve, la conception. On est loin de Coubertin, là, quand même. Ouais. Alors, c'est très rigolo, parce que c'est le même CIO, d'ailleurs, qui, après, reproche à la Russie de politiser le sport. Voilà, c'est les reproches du CIO, justement, pour la création de ces Jeux de l'amitié. Ils ont dit que c'était une tentative de la Russie de politiser le sport. Ça s'appelle du foutage de gueule. Voilà, donc, non, taisez-vous, voilà. Et puis alors, rayon hypocrisie, la France n'est pas en reste, avec la déclaration de Stéphane Séjourné, qui dit que la France veut adopter des sanctions contre les gens qui soutiennent les entreprises de désinformation russes. Je vous renvoie à ma vidéo du 3 avril, où je remets l'église au milieu du village, et surtout ce cher Stéphane Séjourné à sa place. Voilà. Et alors, c'est le retour du pendant ce temps-là à Kiev. Et croyez-moi, cette semaine, j'ai du lourd. J'ai du lourd parce qu'on a eu droit à un concours de débilité cette semaine. Alors, on a Xavier Titelman, que je vais surnommer Titi, qui nous explique que la Russie ne peut rien faire pour empêcher le corridor du grain, donc c'était le fameux corridor céréalier. Bon, déjà, il a l'air d'ignorer que l'accord a été terminé en juillet 2023, quand la patience de la Russie a expiré, voilà. Donc, il n'y a plus de corridor céréalier, donc... Bref. Et puis alors, dans la même tirade d'expert infaillible, il a aussi affirmé que la Russie ne pourrait pas faire des offensives amphibies contre Odessa puisqu'ils n'ont pas de navires, et qu'elle ne peut pas non plus attaquer Kharkov parce qu'elle n'a pas de réserve suffisante, elle n'a pas les milliers de véhicules blindés, etc. qu'il faudrait pour cela. Alors, Titi, il faut arrêter de prendre tes fantasmes pour la réalité. La Russie a plus de 161 000 véhicules blindés, dixit le site Firepower, qui est un site américain quand même. Donc plus de 14 000 chars d'assaut. Je pense que ça devrait suffire pour un assaut sur Kharkov. Je pense, ouais. Puis la flotte russe de la mer Noire, elle n'a pas été anéantie. Bon, il y a eu des pertes, mais elle compte encore quand même une bonne douzaine de navires, 4 sous-marins, et certains navires qui avaient été endommagés, entre autres le navire de débarquement Olenogorski mineur, qui avait été endommagé par un bombardement ukrainien, il a été réparé en 5 mois. Donc, je rappelle que la dernière frappe ukrainienne dont j'ai parlé la semaine dernière, elle a loupé une autre barge de débarquement. Elle n'a pas été endommagée. Donc je ne sais pas où tu vas chercher qu'ils n'ont plus de navires en Russie, qu'ils n'ont plus de... Non, on continue d'ailleurs d'en construire plein. T'inquiète pas, on va tout remplacer. Et puis, alors toujours cette même semaine, le même Titi, l'hôtesse de l'air, le pseudo-expert aéronautique, militaire, etc. Enfin, ce mec n'a aucune compétence, c'est terrifiant. Qui avait commenté aussi sur LCI la promesse du ministre français des armées de livrer à l'Ukraine plusieurs centaines de vieux VAB qui ont plus de
40 piges. Bon, en clair, leur refiler les vieilles merdes de l'armée française. Alors, selon lui, ça serait mieux que rien, parce que les Ukrainiens vont au front parfois dans des simples 4x4 ou à pied, quand ils n'ont pas de transport. Ah, il dit, entre leur donner notre vieux matériel ou rien, et ben c'est mieux de leur donner quelque chose. Bon, sauf que ce que raconte Titi est faux à plus d'un titre. Hein. Alors déjà, sachant que la Russie, comme l'Ukraine d'ailleurs, hein, utilisant de manière de plus en plus intensive les drones FPV, drones kamikazes, et de la précision d'ailleurs de plus en plus grande des frappes d'artillerie russes, rouler dans des vieux VAB dont le blindage est incapable de résister à de tels tirs ou à de tels drones, ça sera pas mieux que de marcher à pied. Ça pourrait être pire, parce que quand tu es à pied, si tu te rends compte que tu as un drone, tu peux essayer de t'enfuir, te mettre à l'abri, tu vois, de faire quelque chose pour t'en sortir. Quand tu es enfermé dans le VAB qui va se faire frapper par un drone que tu ne vois ni n'entends arriver, comment te dire ? En fait, tu te retrouves enfermé dans une boîte de conserve qui va se transformer en four thermostat 15. Voilà, et tu n'auras aucune chance d'en réchapper. Donc, je suis pas sûr que ça soit beaucoup mieux. Et puis, en plus, je rappelle que chaque livraison d'armes entretient et prolonge le conflit, ce qui augmente le nombre de pertes parmi les soldats ukrainiens, sans changer le résultat final, c'est-à-dire la défaite de l'Ukraine. Donc là aussi, ça n'améliore rien que du contraire. Livrer des vieux VAB à l'Ukraine, c'est juste faire encore plus de morts parmi les soldats ukrainiens pour rien. Voilà. Et puis alors, toujours parmi les experts français complètement perchés, je vous présente le général Vincent Desportes. Alors lui, j'ai pas encore trouvé de surnom. Si vous en trouvez un qui est bien inspirant, mettez-le dans les commentaires, je le reprendrai. Parce que je pense que lui il va revenir régulièrement, hein, vu les conneries qu'il raconte. Parce que il a expliqué sur la chaîne Public Sénat que la France, c'est la France qui est le pays qui fait peur à la Russie, parce qu'elle a l'arme nucléaire, et qu'elle pourrait détruire Moscou ou Saint-Pétersbourg en 10 minutes. Alors, ce crétin galonné a oublié un petit paramètre dans son équation. Alors oui, la France a l'arme nucléaire, mais elle a 290 ogives nucléaires opérationnelles. Et puis avec des vecteurs qui sont pas à la pointe, si tu veux. Voilà. La Russie, elle en a 5889. Avec des vecteurs qui, pour certains, sont extrêmement récents, entre autres les fameux missiles hypersoniques. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'expliquer qu'en plus, la Russie étant officiellement doté d'un système de réponse nucléaire automatique, le fameux système périmètre, et que les missiles russes allant bien plus vite que les missiles français, comme je le disais, les fameux derniers missiles hypersoniques russes, c'est-à-dire que si la France vise Moscou ou Saint-Pétersbourg avec son petit arsenal là, alors oui, tu vas peut-être vitrifier Moscou et Saint-Pét, mais vu la surface de la Russie, si tu veux, ça va s'arrêter là, voilà. Par contre, avec son arsenal, la Russie, elle a de quoi vitrifier la France entière. Je le rappelle quand même. Voilà, et le temps que vos missiles arrivent à Moscou ou Saint-Pét, les missiles russes auront déjà franchi la même distance dans le sens inverse et auront transformé la France en parking radioactif. Voilà. Est-ce que, vraiment, ces gens sont des généraux, des experts invités sur les plateaux télé français ? Ça fait peur, quand même. Moi, je trouve ça assez flippant. Et alors, s'il vous semble que tous ces experts de plateau français sont cinglés, alors sachez qu'en Ukraine, c'est encore pire. Puisque on a découvert que des jeunes de Kharkov apprennent à fabriquer des poupées vaudou. Oui, ils ont une leçon un petit peu étrange dans une des écoles de Kharkov, qui a été organisée par l'officier politique du 15e détachement frontalier des forces armées ukrainiennes et l'enseignante de l'académie d'État de Kharkov, Vera Savchenko. Au cours de la leçon, donc, les enfants fabriquaient deux types de poupées, une comme talisman pour les soldats des forces armées ukrainiennes, et la deuxième, c'était des poupées vaudou pour jeter des sorts sur les soldats russes. Et l'accent était plutôt mis sur le vaudou. L'officier politique déclarait très sérieusement que cela contribuerait à infliger des dégâts aux Russes. Ouais. Alors pour ceux qui croient que c'est du délire, je signale que le journaliste Dmitry Gordon, journaliste ukrainien, enfin c'est un propagandiste ukrainien, a sorti récemment que les meilleurs sorciers d'Ukraine travaillaient activement à la défaite de la Russie.
Ils y mettent toute leur hargne. Je suis pas sûr que ça va suffire. Non. Bref. Voilà, c'était l'actualité de la semaine. J'essaierai de publier le plus rapidement possible la vidéo de Saour Mogila. J'ai plein d'autres reportages à éditer, à sous-titrer, à publier, plein de choses très très intéressantes sur ce qui se passe ici dans le Donbass. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation.